les favelas. Mais on a vu ça aussi au Nigeria. Donc ce qu'on appelle les enfants microbes là, c'est parce que le taux de pauvreté a grimpé. Et que sinon, on me dit oui, non, ce sont les enfants qui ont fait la guerre. Quelle guerre? Ils ont 15 ans, si vous enlevez 10 ans, quand en 2002, quand on prenait les âges, ils avaient quel âge? Ils avaient 2 ans pour tenir Kalachnikov. Non. C'est la pauvreté dans le pays qui a créé cette œuvre. Donc, nous, au CP, nous avons posé le diagnostic de la société ivoirienne. Nous avons pris les plans quinquennaux depuis Houphouët-Boigny 1960 pour comprendre ce qu'il y a. En réalité, nous avons travaillé sur l'éducation, nous avons travaillé sur la santé, nous avons travaillé sur l'économie. Et le moment opportun, je vous dirai à combien est chiffré notre programme, comment nous allons dérouler notre programme de gouvernement pour la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les amis du CP continuent à travailler. Et je demande à nos amis de Suisse, il faut gagner l'élection de 2020. Et pour gagner l'élection de 2020, on n'a pas besoin d'incantation. On a besoin que chacun travaille. Que chacun travaille. Je vous invite à retourner dans vos bureaux de vote pour découvrir qui sont ceux qui sont dans les bureaux de vote. C'est important. C'est important. L'histoire de la CEI, je suis convaincu que le gouvernement ouvrira à nouveau des discussions pour qu'on ait une CEI consensuelle. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir une CEI qui n'est pas consensuelle et puis ça crée déjà les problèmes avant même qu'on aille. Dans l'intérêt de la paix, il faudra une CEI consensuelle. Alors, M. Meya m'a posé la question de savoir, Bama Morifere a failli être enlevé pour des propos. Est-ce que ce que je dis ne va pas me valoir quelque chose? J'ai dit quoi de mal ici? J'ai dit je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je ne suis pas d'accord. Ou bien, j'ai dit que je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais tu me connais. On a été ensemble. Et tu sais que je veux bien, depuis ceux qui disent que Guillaume a changé, c'est eux qui ont changé de lunettes. C'est-à-dire que quand ta vue baisse là, tu dois aller upgrade, tu dois aller changer les... Voilà, c'est eux. Sinon moi, depuis l'université là, je suis sur mes positions. Hein. Je n'accepterai pas la dictature d'où qu'elle vienne. C'est tout. Et si moi, j'ai osé dire à Ouattara non, non, soyons sérieux entre nous. De 1960 à aujourd'hui, là, quel président de l'Assemblée nationale a osé démissionner? Dites-moi. Levez le doigt et puis dites-moi. Bon, laissons même 60. Prenons 2019 là. Prenons 2019. Prenons 2019. Il y a quel président d'institution qui a osé démissionner? Chacun a voulu rester dans son confort. Si vous voulez, on peut parler. Si moi je pars aujourd'hui, je m'avais dit, bon, Alassane, je me suis trompé, donne-moi tes pieds, j'ai les masser là. On va me nommer vice-président. Donc c'est un gars qui sera fâché. Mais, moi, depuis l'université, j'ai toujours été accroché d'abord à mes convictions. Je peux me tromper, je suis un être humain. Mais quand je pense que c'est là la voie, j'y vais. Certains de mes amis m'ont appelé pour dire, Guillaume, tu fais une erreur de partir du RADP. J'ai dit, le temps nous dira. Mais pour l'heure, je ne suis pas RADP.
Parce que ce que le RHDP est en train de faire, menacer les gens pour militer, j'ai jamais vu ça. Alors, quand tu n'es pas RHDP, on ferme tes comptes, on met les impôts, on détruit des vies. Pourquoi? Ce n'est pas acceptable. Et ça là, je ne peux pas accepter ça. Mon cerveau ne comprend pas ça. Il dit non à ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partir. Donc, ce que je dis là, c'est ce que je pense. Hein. Ça dit que partout où je suis là, c'est ce que je pense que j'ai dit. Ceux qui disent que je me suis trompé, je le leur concède, mais c'est le temps qui décide. Mais moi, je pense que pour la Côte d'Ivoire, là, arrêtons d'être arrogants, d'employer certains mots, parce que certains mots, comme au Rwanda, conduisent toujours au même mot. Quand vous dites que vous broyez, vous que moi je connais, j'ai vu là, le persécuté devenu maintenant persécuteur. Ah, la Côte d'Ivoire, il faut avoir vécu longtemps pour découvrir tout ça. Donc, quand on a été supplicié, on est humble. Mais vous êtes tellement fort aujourd'hui, vous voulez tout broyer. Pardonnez, ne nous broyez pas. On a droit aussi, on est ivoirien, on a droit aussi de vivre dans notre pays. Non, il faut arrêter, quand même. Vous allez broyer qui et comment? Et je dénonce le fait qu'on va arrêter M. Koma Morife, mais il a plus de 70 ans. Parce qu'il a dit quelque chose, on envoie des gens encagoulés. Nous, hier, qui dénoncions les escadrons de la mort, c'est nous aussi, on va envoyer des gens encagoulés pour aller arrêter Koma Morife. Quelle honte. Quelle honte. C'est pas possible. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu à Foussi au téléphone. J'étais tellement meurtri. J'ai dit, mais imaginez que j'étais mort dans l'attentat de l'avion, je touche du bois. Pour que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'elle est là aujourd'hui, que je vois là, la Côte d'Ivoire que je vois là, mais de ma tombe, j'allais vous haïr. C'est pas possible. On s'est battu pour la démocratie, pour que chacun soit libre de dire ce qu'il veut. Moi, là, combien de... Tous les jours, aller sur Internet, on m'insulte, on appelle à ma mort, à mon assassinat. Est-ce que j'ai envoyé des gens encagoulés pour aller... Non, non. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, donc, moi, j'assume mes propos. Voilà. D'ailleurs, l'actuel président, si quelqu'un dit le tiers de ce que lui il a dit quand il était dans l'opposition, je crois qu'il serait pendu à un creux de boucher. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un peut dire ce régime, je le frapperai, il tombera? Quelqu'un peut dire ça? Alors, enfin, dans les petits mots qu'on dit là, on peut nous laisser ça quand même dire. Quand même, sans que le ciel nous tombe dessus. Alors, vous avez parlé, il y a le monsieur en blanc, je crois, qui a parlé de la croissance et de la pauvreté. Je dis tout ça là, c'est du fla-fla. C'est-à-dire, les gens veulent faire croire que l'économie et la finance là, ce sont des thématiques ou des notions ou des concepts supérieurs que le commun de mortels ne peut pas comprendre. C'est faux. Le taux de croissance là, quand on nous affiche de 9% et puis on est content là. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on voit un taux de croissance dans un pays de ce niveau, ça ne veut pas dire que le pays est riche. C'est pas parce que la France fait un taux de croissance de 0, combien % par an que la France est un pays pauvre. Est-ce que vous voyez? Donc,
On nous embrouille avec ce... Je dis que c'est de l'ostentation. C'est de la communication. Sinon, moi-même là, j'étais Premier ministre en 2017. On n'était pas en décroissance économique. Allez sur les chiffres de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire avait une... c'était ascendant. Je crois qu'en 2009, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, en mars, j'ai signé le programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'était le 29 mars. La Côte d'Ivoire était sous programme du PPTE, pays pauvre très endetté. Et ça, quand on dit que vous êtes un pays pauvre très endetté, parce qu'il y a les pays à revenus intermédiaires, etc., d'ailleurs c'était une faveur faite à la Côte d'Ivoire. Quand on dit que vous êtes un pays pauvre, vous êtes en programme avec le FMI et la Banque mondiale, ils exigent une gestion rigoureuse et transparente, parcimonieuse, rigoureuse des ressources de l'État. Chaque 3 mois, j'étais obligé, moi et le ministre de l'économie, de fournir et de rendre public, de faire des communications en conseil pour rendre compte de l'état de l'exécution du budget. Et à l'époque, nous étions obligés de payer 500 milliards de francs CFA pour le remboursement de la dette. Donc je vais vous expliquer l'affaire de croissance là, où tout le monde fait malin dedans, on ne sait plus où on est là. Donc nous, on payait le remboursement de la dette à hauteur de 500 milliards par an. C'est nous qui avons commencé le programme. Bani, avant moi, avait commencé les premières négociations. Et quand moi je suis venu, le Premier ministre Charles Konan Bani. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si il y a des êtres supérieurs et puis il y a des êtres qui sont idiots. Tous les êtres là, j'ai dit à mon ami Franklin souvent, j'ai dit que nous sommes tous des psychopathes. Il s'agit de savoir au niveau auquel chacun est. Parce que chacun croit qu'il est le seul intelligent dans son pays. Et puis chacun croit que c'est lui le plus intelligent. Le Premier ministre Bani, c'est lui qui a commencé les négociations. Quand moi je suis arrivé Premier ministre, c'est moi qui ai signé le PPT. Et il faut saluer Charles Kofi Dibi. C'est lui qui a travaillé à ça. Chaque 3 mois, on faisait une communication de l'état de l'exécution de notre budget. Le budget de l'état de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce processus-là que nous, on a souffert. On n'avait pas de marge de manœuvre. Jusqu'à ce qu'en 2012, la Banque mondiale et le FMI acceptent d'annuler la dette de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les 500 milliards que nous prenions chaque année pour rembourser la dette étaient désormais libres pour pouvoir faire autre chose avec ça dans le pays. Voilà d'où vient déjà l'aisance budgétaire et comme la Côte d'Ivoire avait renoué avec la paix, comme la Côte d'Ivoire était potentielle, les investisseurs étaient intéressés, mais l'État a doublé le budget d'investissement, ce qui a permis un bond du taux de croissance. Mais ça ne veut pas dire que chaque Ivoirien est riche. Bon, nous on a fait 9% de taux de croissance en 2012 là. Qui a un téléphone ici? Tapez taux de croissance du Niger en 2011 ou 2012. Vous verrez, ils ont fait 11%. Est-ce qu'ils prennent ça pour faire communication, pour faire danse partout, publicité? Niger qui est là, Youssoufou, il a fait 11% de taux de croissance, 2 chiffres. Il a battu la Côte d'Ivoire en termes de taux de croissance. Quelqu'un a un téléphone, cherchez taux de croissance du Niger 2011 ou 2012. Non, mais cherchez. Parce que c'est comme ça, nous on a fait confiance aux gens et puis ils nous ont blagué après. Ne me faites pas confiance comme ça, cadeau. Ne me faites pas confiance comme ça. Cherchez taux de croissance du PIB, du Niger. Bon, vraiment, ils ont fait 11% ou même 12%. Ils ne chantent pas tam-tam tous les jours. Oh, on a taux de croissance. Nous, 9 là, c'est ça, on ne peut plus respirer dans l'Abidjan. Non, on n'a pas nous laisser tranquille. Donc, ça n'a rien à voir. Et je pourrais encore continuer
ont vérifié 11,8. Ils ont eu combien? 11,8. Répétez. Vous l'avez entendu. Donc, au lieu que la Côte d'Ivoire parle de son taux de croissance là, désormais parlons du taux de croissance du Niger, un pays qui est magnifiquement réussi et qui a fait 11% de taux de croissance et qui a enrichi ses populations. Parce que quand on parle de notre taux de croissance là, c'est comme si aucun pays en Afrique n'a pu faire un taux de croissance supérieur. C'est sorti de leur téléphone là-bas, non? Est-ce que c'est moi j'ai mis ça dedans? Non, il ne faut pas qu'on nous blâme, c'est ça je dis, c'est tout le bavardage sur la croissance là, c'est du flafla. Quand ils vont commencer leur affaire là, vous leur dites c'est du flafla. Bon, quelqu'un n'a qu'à chercher dans le téléphone là, flafla là, ça veut dire quoi? Flafla là, cherchez. Je vous ai dit de ne pas me croire. Nous on a fait confiance aveuglément aux gens qui nous ont trahis. Donc ne me faites pas confiance, cherchez dans le téléphone, dans votre téléphone. Flafla là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Hein? Ils ont écrit quoi? Recherche de l'effet. Le simple fait de Berner quelqu'un. C'est ça, flafla. Ok. Voilà, c'est du flafla. Alors, le vote de la diaspora. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a combien d'électeurs en France? Qui connaît? Il y a le nombre d'électeurs en France recensés. Qui connaît? 44 millions. Hein? 44 millions. Non, le nombre d'électeurs ivoiriens. La diaspora ivoirienne qui vote en France, là, vous êtes combien? Non, président. Alors là, donc l'affaire est grave. Si vous-même vous ne savez pas combien vous êtes à voter, je suis en danger. Président. Vous êtes combien? Non. La France dit qu'on est 600 000 Ivoiriens en France. Mais ce qui est compté, on est 400 000. Mais combien sont citoyens? Citoyens, on était à 12 500. 12 500. 12 500, oui, c'est ce qui avait été fait. À nous, on avait recensé. 12 000. Mais pourtant, il y a eu 6 500 votants. Bon, vous voyez, c'est ça le B.A.B.A. Parce que si vous dites que vous crachez Guillaume Soro, vous aimez Guillaume Soro, tout ça, vous ne savez même pas combien votent en France. Bon, ça là c'est trop grave. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Qui peut répondre à ça? Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Vous êtes en train de googliser. Bon, vous voyez, on a un problème. Les mouvements là, RACI, MVCI, moi je ne veux pas que... Ah non, ne me blaguez pas. Hein? Quand vous dormez, vous vous réveillez, vous devez savoir le nombre précis d'électeurs ivoiriens en France. Vous devez savoir le nombre de citoyens. Vous devez savoir le nombre de nationaux. Tout ça c'est différent. Hein? Un national n'est pas forcément un citoyen. Le citoyen c'est quoi? C'est le national revêtu de ses droits politiques. C'est ça le citoyen. Dont le droit de vote. Est-ce que vous avez entendu? Voilà. Donc, si vous venez dire on croit sur Guillaume et puis on ne sait pas ce que c'est qu'un citoyen, on ne sait même pas le nombre d'électeurs à Paris, vous allez aller les chercher où pour me voter. C'est comme ça que vous allez me blaguer. Je vais m'élever pour dire que j'ai des électeurs alors qu'il n'en a pas. Donc, président, la prochaine fois que je viens, tu dois me sortir la liste de tous les électeurs en France. Donc, ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de problèmes pour arriver au vote. Les cartes d'identité, pour moi les cartes d'identité doivent être gratuites. Ce n'est pas de la propagande politicienne. Mais quand on était avec Alassane Ouattara dans l'opposition, nous tous on disait qu'il faut que les cartes soient gratuites. Bon, eux ils ont changé aujourd'hui. Alors, les ouais, Madame Pichon, je viendrai chez les ouais. Mais je vais d'abord finir ma tournée européenne et américaine. Avant de rentrer au pays, parce que nous allons
organiser tous nos mouvements. Et puis on s'en va. Là, on devient beaucoup. Pourquoi c'est pas ça? Donc, laissez-nous avancer. Donc, j'irai et je vais passer plusieurs jours chez vous là-bas. Parce que je vais sillonner toute la région ouest. Et on ira pour demander pardon là-bas. J'ai déjà reçu quelques-uns chez moi à la maison. Nous scellions réconciliation. Parce que l'Ouest a souffert la guerre. Donc nous allons aller là-bas. Et puis moi je suis un petit Senfo. Avec les Ouest là on a alliance. Donc on va aller, on va régler ça en nous là-bas. Est-ce que vous voyez? Voilà les Yakuba, les Ouest, on va s'organiser. Mais je ne peux pas vous donner une date pour ne pas mentir. Parce que les politiciens, le réflexe le plus facile c'est de mentir. Ils disent une date, ils donnent telle date et puis après ils ne viennent pas se voir. Hein? Mais il est prévu que le comité politique comment voyez-vous la Côte d'Ivoire dans le panafricanisme? Ah, le cri panafricain. Je te donne le micro pour que tu répondes parce que hein? Ouais, il faut poser la question, mais toi-même tu es déjà cri même panafricain. Donc, c'est à toi de répondre à Ben. Non, moi, je suis de ceux. Oui. Hein? C'est la question d'Afrique média. Ah, la question d'Afrique média. Oui. Ok. Comment voyez-vous la Côte d'Ivoire de... Oui. Pour moi, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs c'est ce qui m'a amené le combat contre la catégorisation des citoyens, contre la ségrégation des citoyens d'un même pays. Parce que pour moi, le continent africain, l'Afrique, pour moi c'est un même pays. C'est en 1885 que l'Afrique a été morcelée et que les frontières sont venues nous diviser. Je suis allé à Niablé, je suis allé saluer le poste des douaniers ghanéens. Mais Eugène Kabou, que vous connaissez, journaliste célèbre, mais il a son champ au Ghana et puis lui il est en Côte d'Ivoire. La frontière, quand on l'a tracée à Berlin, ils ne savaient pas qu'il y avait à l'heure où je vous parle, il y a des Senfo au Ghana. On veut que tu viennes parrainer notre manifestation au Ghana. J'ai dit, mais comment il y a des Senfo au Ghana? Non, c'est l'année dernière seulement que j'ai su qu'il y a des Senfo au Ghana. Mais qui se sentent ghanéens. Parce que la frontière nous a... Donc, de cette... qui pensons, et d'ailleurs, quand j'étais étudiant, j'étais un farouche défenseur, pionnier pour la création de l'Union des étudiants de la sous-région. Oui. Il y a des... Kalaï. Sankara est là. Est-ce que c'est faux? Où est Kilombo? Tu es où? Voilà. Est-ce que c'est pas... Je ne proposais pas de créer la FISAO. Parce que dans la vie, là, quand tu veux mentir, tous tes témoins sont morts et enterrés, c'est là que tu dis. Mais moi, mes témoins sont là, ils sont vivants. Allez leur poser la question. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire ne peut pas échapper à sa mission et à sa vocation de jouer pleinement
sa responsabilité dans l'intégration africaine. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et c'est pourquoi ma posture, sans être dogmatique, a toujours été de dire qu'il faut considérer l'autre comme son frère. Et je continuerai. Je ne mettrai pas ça en tête. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler sur le changement des mentalités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays de la sous-région ouest africaine, doit jouer pleinement son rôle. Et moi, je suis panafricaniste, par conviction, depuis l'université. Même si je ne le proclame pas sur le minaret d'une mosquée ou bien sur le toit d'une église, j'ai toujours dans ma démarche considéré que nous devons ensemble, le destin de l'Afrique c'est unique. Et je vais finir par vous raconter une anecdote sur la Côte d'Ivoire. Au moment où nous sommes assis ici, là, les plus grandes puissances, la bataille des puissances, là, des grandes puissances internationales, c'est quoi? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que qui va conquérir l'Afrique gagnera la bataille de demain. Houphouët-Boigny, il l'a dit il y a longtemps, mais j'ai un ami qui me l'a dit, et je vais finir par le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, vous le connaissez, français. Il était venu à Abidjan pour me visiter. Et nous étions au salon, je l'avais reçu à Abidjan. Et on causait, il me dit, mais Guillaume, tu sais, hein? Alors donc, il y avait la presse, je lui ai dit, ah mais tu vas répondre aux questions des journalistes. Hein? Et je lui ai dit, Guillaume, ne t'en fais pas, j'ai préparé. Il dit, mais tu sais, nos services là, par exemple, aujourd'hui quand je suis venu pour vous parler, alors, ce que Claude Bartholone dit, c'est que mes services ont écrit un papier, oui, il est là. Pour me dire, Guillaume, tu dois dire ça, tu dois dire ça, et tu dois dire ça. Ouais. Donc moi je peux venir m'asseoir et puis lire ce qu'on m'a dit de vous lire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il me dit que le président chinois était venu en France pour une visite d'État au temps de Hollande. Quand c'est une visite d'État, il voit le président et il visite l'Assemblée. Parce que la Chine a choisi la France comme destination privilégiée pour ses étudiants. Est-ce que vous avez entendu? La Chine a choisi la France comme destination privilégiée pour ses étudiants. En effet, chaque année, 150 000 étudiants chinois viennent en France pour faire leurs études. Donc, il faudra le remercier pour le fait que la Chine a choisi la France à cause du fromage français, à cause de Victor Hugo, de Molière et tout ça. Il dit donc, quand le président chinois s'est assis, lui il a commencé à lui dire, ah, monsieur le président, vraiment je voulais vous féliciter, votre pays a choisi la France, 150 000 étudiants chinois viennent chaque année en France et tout ça, merci d'avoir choisi le pays des belles lettres, de Victor Hugo, de Molière. Il dit, il voit le président chinois qui tourne sa tête quoi. Et puis après un moment, le président chinois lui dit, non, arrêtez. Il dit non. Il dit, nous on envoie les étudiants chinois en France, dans vos universités. Vous voyez bien que les vous n'avez pas remarqué? Ce jour-là, je me suis assis, je dis, ah Guillaume, quel destin pour l'Afrique. Ça dit les grands que la Chine envoie des étudiants chinois pour apprendre le français juste pour aller juste parce qu'il y a une bataille mondiale. Et cette bataille mondiale, c'est la conquête de l'Afrique. Et conquérir l'Afrique, pourquoi? Pour les ressources.
Et nous-mêmes, on est assis là-bas. On ne sait même pas qu'il y a ressources sous nos pieds. On se bat entre nous, on se divise entre nous. Ah, la jeune génération. Moi, je ne suis pas jeune, hein. Moi j'ai 47 ans. Donc la jeune génération, les jeunes de 30 ans, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Et battez-vous pour que l'Afrique se libère et se développe. Moi, je vous ai dit que j'ai 47 ans maintenant. Parce que les gens qui me blaguaient, oui, il est jeune, j'ai cru qu'il était jeune. J'ai 47 ans, je ne suis pas jeune. Je sais ce que je veux pour moi-même. Je sais ce que je veux pour moi. Je ne serai sous tutelle de personne. Est-ce que vous avez compris? 2020. Non, c'est fini ça. À 47 ans, je sais ce que je veux. À 47 ans, j'avais demandé permission à qui pour être candidat en Côte d'Ivoire. Vous aussi. Donc quand les gens même me posent cette question, ça m'énerve. Je vous dis que... Donc, que personne ne me dise que je suis jeune encore. Donc, et personne ne vient me demander, Guillaume, est-ce que c'est sûr que tu vas être candidat? Pourquoi vous? Quand vous allez venir me blaguer, vous ne savez même pas combien vote à part. Donc, voilà ce que je voulais répondre à Afrique Média. Abel, tu veux ajouter, toi qui es le africain, ou bien panafricaniste. Je vais te donner la parole. Et défendre le panafricanisme en Afrique. Parce que nous, on est vieux déjà, j'ai 47 ans. Ah non, je ne m'amuse pas. Je voudrais remercier le président du comité politique. Président, j'ai aussi 47 ans, donc on est plus jeune. Je suis très content d'être là, et le président a tout dit. Il faut savoir une chose, il n'y a pas de jugement. La réconciliation doit être la réconciliation. On ne peut pas choisir de se réconcilier. Nous sommes là parce que l'élan de la réconciliation a été sonné depuis. Et c'est au nom de cette réconciliation, que nous sommes là. Le panafricanisme doit habiter tout Africain. Parce que l'essence du panafricanisme, c'est l'unité africaine. Arriver aux États-Unis d'Afrique, lorsque l'Afrique aura un seul passeport, une seule monnaie, une seule armée, une seule économie, alors la nouvelle génération africaine pourra décider de ce qu'elle veut et les Chinois n'amèneront plus leurs petits Chinois à apprendre le français pour venir décider pour les Africains. Président, merci beaucoup de nous entretenir. Le délégué du PDC, merci Naki. Merci beaucoup. Merci, où est le délégué du PDCI? Je sais que le RDA avait à ses origines. Hein? Voilà le délégué. Allez-y, monsieur Basile. Bonsoir à tous. La question, Si vous voulez dire un mot au public, hein? Non, ce soir, c'est bien, nous sommes le PDCI venu apporter notre soutien vraiment au RACI, au Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et au président du comité politique, son Excellence Guillaume Kibafuri Soro, qui est une génération montante avec qui les Ivoiriens doivent compter. Donc, en tout cas, félicitations pour tout le travail qui se fait
pour tout le travail que vous avez entrepris depuis l'université, comme vous aviez dit. Bon parcours et encore félicitations et félicitations. Merci. Alors, mesdames et messieurs, les crêcheurs et les crêcheuses, je pense que nous avons largement débordé sur l'heure des échanges. Nous allons continuer d'échanger, mais je propose aux